Donc du coup, lors de l'atelier d'AgroVif sur la recherche de subventions d'aide publique, Oui. tu as eu l'occasion en fait de présenter l'expertise d'ABF Décision auprès d'un petit panel d'industriels qui était présent à l'atelier. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les projets en fait de subventions qui sont actuellement d'actualité? Absolument. En fait, donc nous, ABF, pour représenter un petit peu, notre métier depuis 19 ans, c'est d'aller chercher des aides publiques pour le compte des entreprises. On fait tout secteur d'activité, on fait toute taille d'entreprise, mais l'agroalimentaire, qui est le sujet majeur Principalement. aujourd'hui, c'est un tiers de nos clients. Donc on a monté tous les dossiers possibles et imaginables pour les aides publiques dans l'agro. Il y a 3 thématiques porteuse d'aide publique aujourd'hui. On a le sacro-saint pilier R&D Innovation, avec l'aide la plus connue qui est le crédit d'impôt recherche, mais on en a plein d'autres pour des projets à venir. On a les investissements... Ce dernier, les industriels le connaissent plutôt bien. Ouais, généralement, c'est la première qui mobilise, soit le CIR pour les grands, soit les C2I, crédit d'impôt innovation pour les PME. Et puis ensuite, tu as plein de projets pour développer l'innovation au sein des entreprises. Donc l'agroalimentaire en fait partie, évidemment. On a le deuxième pilier qui est investissement productif. Donc les entreprises connaissent généralement des aides qui sont structurelles, qui sont connues depuis longtemps avec les fonds FEADER ou FEAMPA. Mais il y en a plein d'autres. Et puis le troisième... Je te coupe juste, il y avait juste une question en fait entre les fonds FEADER et FEAMPA. Ouais. Je pense que tu as parlé de ça en fait au niveau de l'atelier. Ça c'est intéressant parce que du coup en fait certaines branches de l'agro sont borderline entre le FEADER et le FEAMPA. Ouais, alors avant de travailler chez ABF Décision, je pensais que si ça se mange ou si ça se boit, c'est de l'agro. En fait, l'Europe est un peu plus méticuleuse que ça. On va dire que on va regarder, analyser les matières premières agricoles, les intrantes et les sortants dans le process. Et soit on relève de l'agriculture, donc du FEADER, si je fais simple, soit des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et on relève du FEAMPA. D'accord. Mais selon les régions, tu dois avoir 50, 70, 80% de tes intrants, de tes sortants qui sont listés à un annexe 1 du TFUE. Bref. On avait l'exemple d'industriel qui était dans les escargots. Exactement. Et globalement, lui qui n'est pas FEADER, mais qui relève en fait du ministère de l'Agriculture. Maritime, pêche, agriculture. Ouais. Ça ne s'invente pas. Et en fait, effectivement, il y a des entreprises qui ne relèvent pas vraiment de ce régime agroalimentaire-là. Donc, il faut aller chercher d'autres régimes européen dérogatoire. D'accord, donc je t'ai coupé, il te restait un dernier... Donc premier, R&D Inno, deuxième, investissement productif, et troisième, très important, la transition écologique, décarbonation industrielle, éco-conception, économie d'eau, économie de réduction des polluants, réduction des consommations matières. Ça va être aussi... C'est dans ces sujets-là qu'on va trouver toute la partie transformation qui va avoir lieu au niveau des emballages plastiques, par exemple. Ouais, exactement. Alors ça, c'est un sujet, mais avec la loi AGEC, c'est commun à tous nos clients dans l'agro. Ils se demandent tous comment on diminue ou on fait la substitution d'emballages plastiques à usage unique ou des contenants. Et ça, il y a des aides également. Donc en fait... c'est vraiment ces trois thématiques qui sont porteuses et évidemment, on peut les cumuler. D'accord. Donc là, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de chaque... Il fallait venir à l'atelier et puis après, sinon, il faut prendre contact avec Claudine qui vous détaillera parce qu'il faut être en veille permanente. En fait, ce que j'ai compris moi de l'atelier, qu'il faut être en veille permanente sur cette partie-là. Ouais. Parce que du coup, il y a des aides, de multiples aides et qui s'adaptent à votre petite entreprise, moyenne entreprise ou ETI. Et voilà, il y a des règles à mettre en place. Mais ça, Claudine pourra vous l'expliquer de façon plus détaillée, mais de façon, on va dire, en connaissant votre dossier. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu expliquais, pour bien préparer un dossier, il y avait 4 règles d'or. Ouais, tu as raison, c'est dire, les aides publiques, avant le plan de relance, il y en avait quelques-unes, il y en avait plusieurs, mais c'était un petit peu nébuleux pour les entreprises, mais finalement, elles avaient le temps de se pencher dessus, etc. Alors, il y a des dossiers qui sont très sélectifs, complexes, donc il faut prendre le temps de vraiment remplir tous les critères d'éligibilité, etc. Mais surtout, le phénomène qu'on voit bien, c'est que depuis 2 ans, avec le plan de relance, France 2030, les pays A4, etc., en fait, le millefeuille, il se densifie. Et c'est surtout, il y a un phénomène d'accélération qu'on observe. Là, nous, ABF, on est, je ne l'ai pas dit, mais on est une centaine de salariés sur le territoire national. Donc, le siège est à Tours. Moi, par exemple, je suis directrice du bureau Bretagne, Pays de la Loire. On a des bureaux à Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Marseille. Bref,
Et c'est notre quotidien depuis 20 ans. Et on connaît les régimes dérogatoires européens sur le bout des doigts, etc. Mais vraiment, pardon, depuis 2 ans, ça s'accélère. On a des dispositifs. Là, je pense qu'en moyenne, on a facilement 2 dispositifs par semaine qui émergent. Donc c'est hyper dur pour les entreprises de s'y retrouver parce que, donc, pas que ça à faire quand même. Oui, sachant qu'il y a des dispositifs qui viennent de l'Europe, de l'État français, de la région, voire des dispositifs au niveau du département qui sont éligibles en fonction d'un code postal. Donc c'est voilà, une jolie jungle en fait, de la subvention. Tu as BPI France, l'ADEME, l'Agence de l'eau, l'Agence Bio, France Agricole. Tu peux nous faire une synthèse rapide des 4 règles d'or pour bien préparer son dossier ? Je reviens à ta question, tu as raison. Les 4 règles d'or, vérifiez bien l'éligibilité de votre entreprise et de votre projet avant de passer du temps sur le projet. Par exemple, les SCI sont rarement éligibles. Il faut bien regarder la taille de l'entreprise. Si vous êtes une petite entreprise, une moyenne entreprise, une ETI ou une grande entreprise. Et ça, il faut regarder au niveau de la définition de la société au niveau européen. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder s'il y a des liens capitalistiques entre 2 sociétés. Donc, voilà, tout ça, c'est à regarder. C'est le premier point, vérifier l'éligibilité de votre... Ça a été une des questions, d'ailleurs, en intervenant, en fait, voilà, il ne fallait pas... surtout quand vous avez une prise de capital, en fait, dans l'entreprise. Voilà, et là, il y a des règles, et du coup, en fonction de la hauteur du capital, en fait, d'une entreprise holding, par exemple, ça vient plus ou moins diminuer de façon importante, sachant qu'il y a certains fonds qui ne sont pas du tout impactés par ça. Exactement, c'est ce que je lui expliquais quand même, c'est sa PME sur le site est détenue à plus de 25% par une grande coopérative, et donc il perd son statut de PME. C'est pas grave, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que notamment sur les projets impact environnementaux, c'est ouvert à toute taille d'entreprise. Seulement, ça peut être un petit peu dégradé, le taux d'intensité de l'aide va être un petit peu dégradé. Mais il y a quand même des régimes dérogatoires qui vous permettent d'accéder à 20, 40, 50, 70, on a vu jusqu'à 80% avec le régime Covid, qui se finit à la fin du mois, de subventions. Donc c'est vraiment des gains de compétitivité qui sont énormes. Et sachez que, dans les petites infos à retenir, on a un nouveau régime dérogatoire européen qui vient de sortir, qui s'appelle le régime reprise durable. Donc ça, c'est intéressant pour soutenir les projets d'investissement productif liés aux impacts environnementaux. Donc la première règle, ce que j'ai entendu, c'est bien vérifier son éligibilité. Oui. Parce que globalement, c'est des projets aussi qui sont chronophages. Derrière, il y a des belles subventions à obtenir. Mais du coup, il faut bien regarder l'éligibilité avant de se lancer dans un projet comme ça. Exactement. Et il peut faire appel à vous pour vous connaissez bien les dispositifs. Et sachant qu'il peut y avoir aussi des projets que vous avez industriels sur lesquels vous ne penseriez pas éventuellement avoir de fonds et sur lesquels, par votre expertise, vous allez éventuellement identifier d'autres axes et éventuellement d'autres axes de subventions. Alors, c'est vrai que nous, on va chercher dans tous les coins et on va chercher tout le temps à optimiser un investissement. Les entreprises le raisonnent en un investissement unique, à augmentation de capacité de production, par exemple. Et en fait, si on regarde un petit peu plus en détail, on va pouvoir un petit peu saucissonner pour déposer plusieurs dossiers et cumuler les aides ou les régimes dérogatoires. Et ça, c'est vraiment... c'est notre terrain de jeu, mais c'est un message qu'il faut passer aux entreprises, c'est adopter le réflexe aide publique parce que les enjeux sont vraiment significatifs. D'accord. D'autres règles regardez bien la temporalité des aides. Des fois, on vous demande de présenter des programmes d'investissement ou d'innovation sur 12, 24, 36 mois, voire 5 ans. Regardez si c'est des projets individuels ou collaboratifs. Donc, il faut monter des consortiums, notamment pour les fonds bio, où c'est une structuration de filière ou de protéines végétales, il faut l'amont, l'aval, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire Tu n'avais pas mis ça forcément dans les règles, mais moi, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. En fait, il ne faut pas aller chercher une subvention si, au préalable, son projet n'est pas viable. C'est-à-dire que du coup, il ne faut pas compter sur la subvention pour faire une demande de projet en se disant si j'ai la subvention, je fais le projet, parce que du coup, il risque globalement d'être retoqué. Donc il faut d'abord, c'est un peu la cerise sur le gâteau, ce que tu disais en fait, l'expression que tu disais. Il faut avoir à travailler son projet pour qu'il soit viable, et après, derrière, aller déposer la subvention qui va vous permettre en fait d'avoir un effet de levier pour pouvoir, au niveau de financement. Ouais, l'aide publique doit respecter un effet d'incitativité pour votre entreprise. Donc, ça veut dire la première règle d'or, et j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est toujours solliciter le financeur public avant d'engager vos dépenses. Et deuxièmement, il faut quand même démontrer
que le reste de l'investissement, vous pouvez le financer, donc soit sur vos fonds propres, soit via vos emprunts bancaires. Et donc, c'est effectivement une cerise sur le gâteau qui va vous permettre d'aller plus loin, d'aller plus vite, de recruter plus de monde, d'être plus ambitieux. C'est ça l'effet d'incitativité. Après, tu as cité quelques exemples de cas clients, mais ça, je vous inviterai à aller voir un peu plus en détail la présentation de Claudine. Mais voilà, il y a des belles subventions à obtenir. Alors, on parle vraiment de subventions, c'est-à-dire que ce n'est pas des avances remboursables, c'est des subventions. Tu donnes l'exemple en fait, d'une entreprise qui s'est transformée en transformant une charcuterie plutôt en une partie, on va dire, de produits véganes. Et ils sont allés globalement à une subvention de l'ordre de 600 000 € sur un projet, 50% de l'investissement. Ce qui est relativement et important et conséquent. Ouais, on a plein de cas clients sur des projets très différents et il faut toujours trouver... il faut prendre ce temps de l'analyse. Alors, je sais que c'est compliqué pour vous, entreprise, parce que des fois, on vous parle d'un dispositif, donc vous dites « Ok, go, je mise tout dessus », alors qu'en fait, en prenant le temps de la réflexion et de l'analyse, on peut avoir... cumuler des aides ou cumuler des régimes dérogatoires. Et dans l'exemple que tu as cité, en fait, Claudine a présenté plusieurs cas clients, que tu pourras présenter plus en détail, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas inaccessible pour des petites entreprises. Parce que tu as donné plusieurs cas d'exemples d'entreprises de 20, 30, 40 salariés qui pouvaient mettre en place ce dispositif-là avec de l'accompagnement, mais qui mettaient en place ce dispositif-là pour obtenir ces aides. C'est vraiment ouvert à... Alors, pas tous, mais il y a des dispositifs pour les PME, pour les ETI, pour les grandes entreprises. Et il faut toujours regarder la nature des dépenses éligibles. C'est souvent concentré sur l'investissement productif, donc les nouvelles machines, mais l'immatériel est également éligible, et évidemment, les dépenses que représente VIF sont une dépense éligible. Donc là, il faut bien regarder. Il y a plein d'appels à projets intéressants. Il y en a qui vont ouvrir également à la rentrée, parce que ça a été un peu retardé avec les élections, mais on a des belles choses sur la modernisation d'outils de prod, l'industrie du futur, clairement, c'est porteur. Et en plus, en ce moment, vous avez des appels à projets pour la souveraineté alimentaire, sur l'alimentation saine et durable, pour lutter contre la dépendance vis-à-vis des intrants agro, notamment l'huile de tournesol par exemple. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc avant de signer vos devis, vraiment prenez le temps de regarder les aides publiques. Ok. Alors après, pour conclure, je vais un peu prêcher pour notre paroisse, mais du coup, tu parlais, en fait, tous les projets ne sont pas encore sortis. En fait, il y en a tout le tour qui sont en fait en gestation. Il y en a un, en fait, qui devrait arriver incessamment sous peu, l'appel à projet, qui est autour de l'usine innovante, intelligente. L'usine intelligente, qui va venir soutenir... C'était un peu dans la veine, si vous vous souvenez, sur 2020-2021, on a eu un guichet Industrie du futur qui était très impactant, parce qu'il pouvait monter jusqu'à 40% de subventions pour soutenir la robotisation, l'automatisation, etc. C'était un guichet assez simple. Là, on est sur un dispositif plus complexe, plus lourd, parce que c'est vraiment un dossier complet à déposer. Mais on attend ce dispositif. J'espère qu'ils vont le sortir pour la rentrée. Donc voilà, il faut adopter le réflexe aide publique. Bon, ok. Merci Claudine. Un dernier mot pour conclure peut-être ? Merci à VIF pour l'invitation. Si vous n'avez jamais fait l'agro-VIF, c'est super sympa. Merci à toi. À bientôt. Merci. Au revoir.